Aujourd'hui, on part au Portugal, un pays qui a beaucoup changé ces dernières années et qui attire de plus en plus d'expatriés, de familles en quête de qualité de vie et de Français qui tombent amoureux du pays pendant leurs vacances. Mon invité, Philippe Figueras, est agent immobilier. Il accompagne chaque semaine des profils très variés. Des enfants de Portugais qui rentrent au pays, des Canadiens, des Belges, des familles françaises qui cherchent une résidence secondaire ou une nouvelle vie. Dans cet épisode, on parle des zones qui explosent autour de Lisbonne ou de Porto, des conditions bancaires au Portugal et des règles précises pour louer en courte durée sur Airbnb. Cet épisode, c'est une conversation concrète pour comprendre ce qu'il est encore possible de faire quand on a un vrai projet au Portugal. Bonjour Philippe, bienvenue chez Nomadic. Je suis contente de te recevoir. Pour les auditeurs qui savent pas, je suis aussi portugaise. Donc le Portugal, c'est un pays que je connais bien et que j'ai vu beaucoup évoluer ces dernières années. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur l'évolution du Portugal et comment ça a impacté l'immobilier? Le Portugal, c'est sûr que il y a 20 ans ou 30 ans, enfin toi justement qui est d'origine portugaise, t'as sûrement dû voir l'évolution. T'es sûrement venu au Portugal aussi, peut-être en été, un peu comme tous les Portugais qui ont Oui. émigré en France ou ailleurs. Et c'est sûr qu'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on sentait vraiment un fossé finalement entre l'évolution qu'on avait en France et au Portugal. Moi, je pense que surtout sur ces 15 dernières années, depuis qu'il y a eu la crise de 2008-2009 au Portugal et un peu partout dans le monde d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait un peu un demi-tour et ils ont essayé de faire justement de développer le pays. Il s'est développé d'ailleurs dans, dans, dans des bonnes conditions pour le coup. Et aujourd'hui, on va dire que la lumière, elle est pas mal placée sur le Portugal au niveau international et c'est ça qui a attiré beaucoup de touristes, que ce soit pour du tourisme ou que ce soit pour venir y habiter au final. Donc ça a été une évolution plutôt positive. Après, le tourisme, hein, ça amène toujours du plus et du moins. Et parfois, les Portugais en sont un peu impactés. Et c'est un peu le revers de la médaille, ça, hein, malheureusement. Ouais, moi aussi je l'ai vu. Comme tu dis, les vacances tous les ans, tous les étés pendant des années, et d'un coup, un espèce de bond qui a été fait sur le développement économique du pays et qui du coup, est quand même hyper positif pour l'image du Portugal à l'international. Ouais, clairement, clairement. Surtout, les parties du nord, hein, beaucoup d'immigration, elles sont faites à peu près autour de toute cette zone de Porto. C'était une zone un peu plus pauvre, même si c'est une zone plus rurale. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'immigration à l'époque qui s'est fait dans ces zones-là. Mais on voit pas mal de la génération de nos parents qui maintenant à la retraite, beaucoup reviennent. Et puis il y a notre génération à nous qui, qui décide aussi de revenir. On a vu aussi beaucoup la facilité depuis le Covid, je trouve, le développement du télétravail et tout ça. C'est clair que ça a aussi vachement aidé, facilité les gens à déménager, à quitter leur pays tout en gardant leur travail. J'ai plus les chiffres en tête du nombre de Portugais en France. C'est quoi, 1 million? C'est énorme. Est-ce que Ouais. tu as vu beaucoup de personnes qui revenaient, les retraités et les 2e générations? Qu'est-ce que tu as remarqué toi le plus? Ou en tout cas, moi, dans la zone où je suis, dans la zone de Lisbonne, on va dire, je vois pas tant de retraités que ça, au final, parce qu'il y a eu justement toute cette vague de retraités pendant un temps où il y a eu la question du RNH et donc les facilités fiscales, tout ça. Donc ça a attiré pas mal de monde et de retraités, beaucoup plutôt dans le sud, du côté de l'Algarve, enfin, pour le soleil, on va dire. Mais finalement, je trouve que j'ai pas tant de retraités. C'est beaucoup des gens, comme je te dis, plutôt des gens allez, de ma génération, 35-45 ans, on va dire, qui ont des enfants ou qui sont des jeunes couples et qui je suis pas là pour dévaloriser un autre pays ou quoi que ce soit, hein, mais c'est sûr qu'au Portugal, il y a toujours cette image du temps qui est plutôt pas mal, de la sécurité. Et ça, c'est ce qu'on entend quasiment dans tous les discours, retraités, jeunes, parents ou pas. En général, c'est justement la douceur de vivre, la sécurité. Et c'est ce qui revient
quasiment tout le temps. Quand on voit les personnes qui veulent venir habiter ici, ouais, on voit beaucoup des gens, ouais, plutôt de cette génération-là, 35-45 ans, mais qui veulent, un avenir meilleur, je sais pas, mais en tout cas un avenir différent pour leurs enfants. En tout cas, grandir dans un climat plus tranquille. Voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit, hein, l'ambiance, politique, économique, bon, on n'est pas forcément dans une période terrible, quoi, hein, malheureusement, et donc les gens, justement, ils essayent un peu de se réfugier dans des pays, neutres, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, ils pensent avoir, un meilleur avenir pour leurs enfants. Ah ouais, une meilleure qualité de vie. Du coup, tu vois, ben, un peu de retraités, des, 2e génération, d'immigrés qui rentrent au Portugal ou des franco-français qui viennent habiter, au Portugal et tout ça, ça a du coup un impact direct, sur le marché de l'immobilier au Portugal. Est-ce que tu veux un peu expliquer aux auditeurs, l'évolution sur les, je sais pas, 10 dernières années du marché immobilier, au Portugal? Ça va beaucoup dépendre des zones, hein, ça c'est clair, hein, même si le Portugal, ça reste un petit pays. On voit des différences quand même notables entre, Porto, Lisbonne, l'Algarve, si on le coupe dans ces morceaux-là. C'est sûr qu'en général, les gens, les étrangers ou qui ont pas du tout d'attache, d'origine portugaise, ils veulent plutôt être, autour de Lisbonne, autour de Porto ou en Algarve parce qu'il y a aussi les aéroports, et donc c'est toujours des facilités pour eux aussi après pour se déplacer. Donc forcément, c'est ces zones-là qui se sont développées, et ça reste des zones au niveau de l'immobilier, sur ces 5 dernières années, parce que il y a eu l'évolution, on va dire, classique, du tourisme sur ces 10 dernières années, avec les avantages fiscaux qu'il y avait eu avec, les RNH et tout ça. Mais il y a surtout, ce que je disais tout à l'heure, le développement après Covid, et en fait, toute cette explosion du télétravail, des digital nomades et tout ça, ça a fait, ça a encore plus fait exploser le pays. Donc, on voit des zones comme ici autour de Lisbonne, par exemple, et à Porto, c'est pareil, des biens qui ont doublé, hein, sur ces 5 dernières années. C'est énorme, c'est énorme. Alors, pour les Portugais, qui sont propriétaires, parce que ça reste quand même un pays de propriétaires. Il y a 73% des Portugais qui sont propriétaires, hein, donc c'est énorme. C'est énorme. En France, c'est à peine plus de 50%. Donc, pour eux, ils ont souvent des biens, ils ont souvent des terres, donc c'est des choses qui se transmettent de père en fils, de génération en génération. Et donc, pour ces gens-là, suivant les zones, ça a été une explosion, de tourisme et l'immobilier. Et ça fait que, il y a des personnes qui ont pu vendre leurs biens ou leurs terres, très, très cher. Donc, de ce côté-là, pour les Portugais propriétaires, c'est génial parce que, ça a fait, heu, un boom financier pour eux. Pour ceux qui malheureusement, ils ont pas cette chance, qui sont pas propriétaires, les locataires, ça après c'est aussi de l'autre côté, hein, l'augmentation des prix de l'immobilier, que ce soit à l'achat et la vente, forcément ça fait aussi augmenter les loyers, à la location, et ça rend plus difficile justement, les personnes qui ont salaire minimum ou à peine plus, et ça, ça les a obligés, ou ça les oblige, à les sortir des villes, quoi, hein. Ça les oblige à reculer, hein, donc voilà, c'est ça toujours un peu l'aspect positif et négatif finalement, de l'augmentation de l'immobilier, hein. C'est quoi le salaire minimum aujourd'hui? Il est autour de 900 €, je crois que c'est 920. C'est, c'est le SMIC, on va dire, c'est pas le salaire moyen, mais ouais, c'est Ça a déjà 900, bien augmenté. 900. Ça a déjà bien augmenté. Ils sont à peu près sur une augmentation, je crois, c'est à peu près une cinquantaine d'euros tous les ans. Donc, ça peut paraître pas beaucoup, mais bon, par rapport au salaire en lui-même, quand on part de 500 ou 600 € et qu'on augmente d'une cinquantaine d'euros, c'est quasiment 10%. Bon, voilà, petit à petit. Alors, ils partent quand même dans un idéal où ils aimeraient atteindre à peu près les 1000 €.
Est-ce qu'ils vont le faire ou pas, hein? Le prochain président sera à élire l'année prochaine, hein, donc on verra. On verra les changements, là-dessus. Il y a plusieurs, éléments que tu as mentionnés que j'aimerais bien qu'on creuse. Le premier, c'est que tu parles de, Lisbonne, Porto et le Algarve qui montent. Est-ce que tu as d'autres, zones un peu moins, connues où tu avais aussi, vu une évolution du prix, de l'immobilier? C'est finalement toutes les villes après périphériques à tout ça, hein. C'est-à-dire que, de prime abord, on a toujours Lisbonne ou Porto, par exemple, en tête, ou l'Algarve de manière générale. L'Algarve, c'est encore un peu à part parce que ça a toujours été considéré un peu comme un peu la Côte d'Azur, on va dire, donc ça a toujours été un endroit par nature assez touristique, l'été surtout. Mais, il y a eu le développement, justement de toutes les zones périphériques, à une demi-heure, 1 heure donc de ces grandes villes. On voit par exemple dans le nord, Braga, donc c'est à même pas 1 heure de Porto. C'est une ville qui a s'est extrêmement développée ces dernières années, qui a attiré aussi beaucoup de tourisme pour y habiter. Et donc voilà, Coimbra, par exemple, c'est aussi une ville qui s'est beaucoup développée. C'est une zone qui est surtout connue pour ses résidences universitaires, enfin pour les universités. Aveiro, voilà toutes les zones du nord. Et puis après, Lisbonne, par exemple, à 1 heure, 1 heure et demie de Lisbonne, il y a Nazaré, par exemple aussi, bah, qui a qui a qui a les super vagues, donc qui a connu aussi un tourisme et un développement ces dernières années, grâce à ça. Et au final, on se rend compte, qu'on est à peine à 1 heure, 1 heure et demie de la capitale, de l'aéroport. Donc il y a toujours un peu ce point de référence justement avec une ville principale, un aéroport, parce que justement, c'est beaucoup plus facile après pour se déplacer, pour les gens qui sont pas d'ici à la base. Donc, voilà, moi, par exemple, je suis à Ericeira. Donc Ericeira, c'est à 30-40 minutes de Lisbonne. C'est un petit village de pêcheurs. C'était, en tout cas, un petit village de pêcheurs. C'était C'était ouais, ils gardent quand même leur histoire et leurs traces et c'est ça que les gens aiment justement, c'est venir voir et garder un peu les traditions mais en même temps, il y a ce développement économique. Alors, Ericeira, c'est, vraiment tourné autour du surf parce que c'est une réserve mondiale de surf. Donc, forcément, ça a attiré, des fans de surf, des initiés, des débutants, enfin voilà, il y a des il y a de tout. Pareil ça, donc, ça c'est des personnes qui et nous on voit que ce soit ou des Portugais ou des résidents portugais qui étaient à Lisbonne et avec le développement du télétravail, ils ont décidé de sortir de la ville, de venir finalement à une demi-heure, à 45 minutes dans des villes, comme Ericeira, par exemple, ou plus dans le sud de Lisbonne, de Setúbal, enfin toute la région de Setúbal, parce que les personnes maintenant, ils ont besoin d'aller, 1 fois par semaine au bureau. Donc ils ont gagné en qualité de vie. C'est ça qu'ils recherchent au final. Donc, toutes ces villes périphériques autour des grandes villes, elles se sont pas mal développées, ouais. du coup, est-ce qu'on peut dire que le développement économique du pays a permis aux villes principales d'abord de se développer et qu'après le covid a permis aux villes périphériques aussi de bénéficier de ce développement et donc du coup, l'immobilier dans tous ces endroits a augmenté. Complètement, ouais. Complètement. Je pense que ça a été un phénomène qu'on a vu, un peu partout. On l'a vu aussi en France, après covid, les personnes qui ont voulu, justement sortir des villes et gagner en qualité de vie voulaient leur bout de jardin parce que, le confinement, avait été trop pesant, quoi, hein. Donc, ça a été un phénomène général. Tout à l'heure, tu mentionnais les RNH. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Ou ce que c'était? Parce que c'est plus valide, c'est ça? Les RNH, c'était donc résidents non habituels. C'était des personnes qui avaient la possibilité d'acheter un bien ici, où ils devaient y vivre, je crois que c'était minimum, 6 mois par an, 6 mois plus un jour, de manière à avoir après des déductions, fiscales. Alors je crois que pendant un temps, les retraités, ils étaient complètement exonérés d'impôts. Après, ils sont passés à 10%. Il y a eu des ajustements. Après pour les actifs, c'était suivant les métiers. Si c'est des métiers qu'on considère à forte valeur ajoutée, ils avaient aussi des réductions fiscales après par rapport à ça et ils étaient donc ces avantages, ils les avaient pendant 10 ans.
Donc oui, ça a attiré pas mal de monde, pendant cette période-là. Ils ont arrêté, c'était l'année dernière, et ça s'est terminé l'année dernière. Ça a continué pour ceux qui avaient déjà les demandes, et ils continuent à avoir leur exonération. Par contre, il y a pas des nouveaux avantages, ils ont arrêté tout ça, quoi. Mais finalement, on s'est rendu compte que, bah, les personnes qui en bénéficiaient, à la fin de leurs 10 ans, ils ont pas déserté comme on aurait pu l'imaginer au moment où ils ont décidé d'arrêter le RNH. Ils disaient: «Bah, toutes les personnes, maintenant, ils vont tous, revenir dans leur pays parce qu'ils ont plus les avantages fiscaux». Au final, ça a pas été aussi flagrant, quoi, hein, loin de là, hein. Parce que finalement les personnes se sont habituées, ils ont aimé et puis ils sont restés, quoi. Ouais, j'ai remarqué aussi, hein. Peut-être, l'une des premières motivations, c'est la fiscalité, mais une fois que tu es sur place et que tu as fait ta vie, finalement, ça devient un peu secondaire. Du coup, sur, l'année qui s'est écoulée depuis que ce résident non habituel n'existe plus, tu as toujours le même type de profil de personnes qui viennent acheter de l'immobilier, au Portugal? Est-ce que ça a évolué? Moi, les profils qu'on a, bah, c'est des gens qui veulent venir y habiter. Finalement, c'est pas tant des personnes qui cherchent, alors on cherche toujours un bon investissement, on est d'accord, hein, mais c'est pas des gens qui cherchent de l'investissement pur. Heu, je dis ça, mais la semaine dernière, j'ai eu des personnes, 2 associés qui cherchent de l'investissement. C'est pas totalement vrai ce que je suis en train de dire, mais dans la grande majorité des cas, ça reste quand même des personnes, heu, qui veulent venir y vivre, quoi. Donc, on a j'ai après moi je parle dans mon cas, mais les profils de clients qu'on a, ça reste quand même des personnes alors ou des fils de Portugais, comme moi qui ont émigré en France, ou des gens qui n'ont rien à voir avec le Portugal, enfin en tout cas d'origine portugaise, mais qui sont venus en vacances peut-être il y a quelque temps et puis petit à petit l'idée s'est faite. On a eu des Canadiens aussi, des Américains, des Belges. Donc il y a un peu toutes les nationalités, des gens qui ont, voilà, qui ont pas de lien de sang en tout cas, avec le Portugal, mais qui sont venus une fois ou 2, qui en ont entendu parler, qui en ont eu des bons échos et la plupart des profils qu'on a, c'est des personnes qui veulent y habiter ou des gens qui en veulent en faire une résidence secondaire et qui après de là, ben, quand ils sont pas là, ben, ils en profitent bah, pour le louer ou en tout cas de manière à ce que, l'investissement il soit rentable quoi, hein, tout simplement et que le bien il reste pas vide quand ils sont pas là. Quand c'est comme ça, ils essaient de faire un achat qui puisse être, qui leur plaisent, parce que ça va devenir une résidence de vacances, mais aussi qui puisse être un bon investissement. Donc, il faut un bon équilibre entre, encore une fois, la qualité de vie quand ils sont là et en même temps que ça puisse être un bien qui soit louable facilement ou, voilà, qui soit intéressant. Ouais, j'aimerais bien que tout à l'heure, on rentre dans le détail un peu de, la rentabilité et de la gestion, locative si tu achètes ce genre de bien, en vacances. Avant ça, j'aimerais revenir sur, le type de, tu vois, d'investisseur que tu as. J'avais vu un documentaire il y a des années qui parlait de, des Français qui partaient au Portugal pour acheter des appartements dans un état, pas possible et qui les retapaient et qui après les mettaient sur la location comme ça. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu vois qui existe encore? Est-ce que c'est encore possible de faire un coup? Ce que tu dis, c'est super il y a une dizaine d'années parce que, avant toute cette transformation, du pays, c'est clair qu'il y avait des endroits, des fois, où tu passais, ben oui, tu voyais des bâtiments, abandonnés, délabrés, et moi, je me rappelle encore quand on n'habitait pas là et qu'on venait, comme touriste et des fois, on venait à Lisbonne ou ailleurs, on passait dans des rues, on dit: «Purée, si on pouvait acheter un bâtiment comme ça et le retaper, ce serait génial». Donc, moi, j'y ai juste pensé, je l'ai pas fait, mais, voilà mais d'autres l'ont fait. Donc là, c'était des bons coups parce que justement, c'était des prix qui étaient encore, raisonnable, on va dire et les gens, ils ont eu aussi le risque de le faire parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, les gens, avaient pas forcément, savaient pas forcément que le Portugal allait évoluer de cette manière-là aussi, hein, donc ça reste toujours un risque quand on achète quelque chose, à rénover. Bon, ben, ils ont pioché la bonne carte.
Aujourd'hui, ça existe toujours. Il y a toujours des bons investissements à faire, mais encore une fois, il faut que ce soit des investissements où, bah, de toute façon, dans les investissements comme ça, il faut toujours avoir un peu le nez. Il faut toujours prendre le risque, de toute façon, de se dire: «Je pense que cette zone-là va se développer. Je pense que cette zone-là, dans quelques années, ça sera un bon investissement». Donc, c'est toujours un peu une carte à jouer. C'est toujours un risque, quand on investit dans une zone qui paraît, pas très attractive, et c'est comme ça qu'on fait des bons coups. C'est comme ça parce que tout le monde veut acheter dans des zones touristiques déjà connues, mais forcément, c'est dans ces zones-là où les biens sont chers. Donc, c'est peut-être pas là forcément où il y a le meilleur investissement à faire, si vraiment on essaie de penser à long terme. Donc, il faut toujours avoir un peu ce goût du risque, hein, finalement, hein, pour acheter quelque chose dans une zone qui, de prime abord, paraît pas très attractive. Toujours avoir des signaux. On parlait tout à l'heure des périphéries des grandes villes, et on peut toujours, voilà, se dire que, bah, je pense que le télétravail, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter comme ça du jour au lendemain. On sait que le pays, bah, il continue quand même à avoir, du tourisme, il continue à avoir des gens qui veulent, vivre et investir au Portugal. Il y a quand même des signaux qui sont plutôt positifs dans le pays, mais non, il y a toujours des bons coups à faire. Après, acheter en plein centre de Lisbonne, peut-être pas, mais il y a toujours des bons coups, ça, c'est sûr. Si demain, j'avais envie, moi, d'acheter quelque chose au Portugal, est-ce qu'il y a des zones particulières où tu me conseillerais de regarder, autres que les périphéries? Ça va dépendre déjà de pourquoi on veut acheter. Je pense que ça, c'est toujours la 1re question. Quand quelqu'un me dit, «Je veux acheter quelque chose au Portugal», c'est quoi? C'est pour y vivre? Tu as des enfants? C'est pour, venir en vacances? C'est pour de l'investissement pur et dur, et donc ça sera une maison qui sera, vide, on va dire, enfin juste occupée par des Airbnb. Je pense que c'est tout ça déjà qu'il faut déterminer dans un premier temps, et à partir de là, voir, étudier les meilleures zones. Donc, c'est toujours compliqué de dire la meilleure chose à faire, c'est ça. Ça dépend. C'est du cas par cas. C'est toujours du cas par cas. Donc, quand on a des enfants, ben, on va chercher un endroit qui soit calme, mais en même temps, on veut pas être trop loin des écoles, mais en même temps, on veut être aussi dans un endroit qui soit assez dynamique, où on puisse faire du sport, où on puisse sortir avec les enfants. Donc, on peut pas aller au fin fond de la montagne, sauf si vraiment c'est leur souhait d'être reculés et vraiment dans une zone où il y a rien. Mais, voilà, donc, si quelqu'un il cherche, un investissement pur et dur, et que lui son kiff, c'est d'être dans la montagne, parce que c'est aussi une nouvelle tendance. Il n'y a pas que les bords de mer, il y a aussi la montagne, il y a aussi la nature, et ça, c'est aussi des nouvelles vagues qu'on a vues ces dernières années. Bah, le co-living, je suis pas un spécialiste du co-living, mais j'en entends parler de plus en plus, justement, où ils créent à l'intérieur de cet espace des zones de cowork et tout ça. Donc, donc ça va complètement dépendre du profil, de l'investisseur. On a la chance, d'être dans un petit pays, et on a la chance finalement, à peu de kilomètres, à 1 heure, 2 heures des grandes villes, d'avoir un peu de tout. Des bords de mer, des villes, des zones rurales, des montagnes, des zones, voilà, à côté des rivières, des cascades. Donc, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que, heu, assez près des pôles que tout le monde connaît, comme Porto, Lisbonne, Faro par exemple, ben à 1 heure, 2 heures, on arrive à trouver des endroits complètement différents les uns des autres. Donc, te dire, où investir, c'est compliqué. Ça dépend vraiment du Ouais, c'est profil un des pays personnes. magnifique. Ouais, donc si, demain je tombe amoureuse du Portugal, je veux, acheter quelque chose, je dois déjà me poser la question: «Qu'est-ce que moi je veux et pourquoi en faire?» On en parle à chaque fois qu'on parle de stratégie d'investissement, bah, quel est l'objectif en fait, hein? Qu'est-ce que je vais faire de ce bien à court, moyen, long terme? Maintenant, comment je le finance? Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux aller chercher un prêt dans une banque portugaise? Contrairement aux idées reçues, on peut faire un prêt au Portugal et dans une banque portugaise. Donc, c'est vrai qu'on a toujours un peu la tendance à penser que, bah, si on est étranger, enfin, si on n'est pas résident, parce qu'on parle toujours d'être étranger, mais au final, c'est surtout de dire
si on est résident fiscal portugais ou pas. Parce qu'on peut être un étranger résident fiscal au Portugal et on sera considéré de la même manière que le Portugais qui vit au Portugal. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt ça. Mais contrairement à ce qu'on pense, oui, on peut être financé au Portugal par une banque portugaise. Maintenant, quand on achète pour un investissement, pour une résidence secondaire, forcément, on ne finance jamais à 100%, même pour une résidence principale d'ailleurs. Voilà, c'est des directives qui ont été mises en place par la Banque du Portugal. Vous ne financerez jamais votre projet d'achat, quel qu'il soit, à 100%. Il y a toujours un apport à avoir. Donc, c'est, C'est de combien? j'enlève un alors on estime en général, on dit plutôt entre 30 et 40, même si, parce qu'il y a l'apport personnel qui va servir pour l'achat du bien. Il y a ce qu'on pourrait appeler en France les frais de notaire et tout ça. Donc, il y a ça aussi qui est pas finançable. Donc, pour être le plus confortable possible, on c'est bien d'avoir au moins 30, au moins 30. Donc O donc D'accord. Donc voilà. on est lo quand même loin du système, est-ce qu'on est quand même loin du coup du système français où tu peux acheter avec, des apports, beaucoup moins importants? Bah, ouais, complètement. En France, si je vais voir mon banquier et qui me dit: «Vous avez, une capacité financière pour acheter jusqu'à 200 000 euros, par exemple», j'irai, chercher une maison à 200 000 euros. Les frais de notaire, je vais les financer avec mon apport de 10 000 ou 15 000, enfin bref. Et donc, je fais ma recherche à 200 000 euros parce que le banquier m'a dit que je pouvais financer à 200 000 euros. Ici, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une capacité à financer 200 000 euros. Si je trouve un bien à 200 000 euros, la banque ne me prêtera pas 200 000 euros. C'est comme ça. Parce que voilà, alors j'enlève des mesures exceptionnelles et tout ça qui ont été mis pour les primo-accédants, pas forcément rentrer dans ces détails, mais je peux avoir une capacité à 200 000 euros. La banque me prêtera au maximum, si j'achète ma résidence principale, 90. C'est comme ça. Donc, même si j'ai une Ah, c'est bon à capacité, savoir, hein. voilà. Donc, pour une résidence principale, c'est maximum 90. Il y a en plus de ça quelque chose qui étonne souvent les gens, les Français, c'est que une fois qu'on a trouvé notre bien, la banque a contacté un évaluateur indépendant qui va venir évaluer le fameux bien et qui va voir si forcément, si ce bien, le financement sur lequel je prétends, il est bien en adéquation avec la valeur du bien. Est-ce qu'il n'y a pas une survalorisation ou une sous-valorisation? Enfin bref. Et donc après, la banque va baser son financement sur cette fameuse évaluation. Et c'est quelque chose que tu dois payer ou c'est compris dans les frais bancaires, de ta demande de prêt finalement? Tu dois le payer, mais ils sont compris après dans toute cette étude de prêt, tout ce qui est frais bancaires et tout ça. On va dire que c'est déjà compris dedans. Une évaluation, ça coûte à peu près 250 euros. Alors des fois, il y a des campagnes et les banques les offrent et tout ça, mais bon, en général, c'est à peu près ça. Mais voilà, donc si moi je veux acheter mon bien à 200 000 euros, je dois avoir au minimum 20 000 euros d'apport, les frais annexes. Donc on arrive assez facilement autour de 30 000 euros Et ça pour une résidence principale si tu es, résident fiscal portugais. pour une résidence principale. OK. Et pour de l'investissement, c'est 70. Donc c'est pour ça que je disais, il faut. L'investissement, locatif, court ou long terme? Pour les 2 en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que je dois donner comme document à la banque? Est-ce que ça se rapproche du système français? Il faut quand même un dossier solide parce que là, j'ai l'impression que la banque se dit: «OK, je vais vérifier que je finance un bien à la hauteur de sa valeur pour pouvoir aller le récupérer si jamais on ne me paie pas». Du coup, est-ce que les garanties qu'on te demande sont aussi les mêmes que celles qu'en France en termes de, niveau de salaire, documents à donner? Tu vois, il faut un CDI, truc classique français. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, après sur les conditions d'emprunt, c'est assez ressemblant au final.
C'est clair qu'un CDI, ça reste toujours la sécurité. Ils demandent une déclaration patronale d'ailleurs, savoir depuis combien de temps on travaille dans cette entreprise et si réellement on est, effectif, à temps plein. Donc oui, les extraits bancaires, savoir si, bah, si on passe pas notre temps à jouer sur les jeux en ligne ou ou si on Oui, ou pas les mal. choses comme ça. Si on n'a pas des crédits personnels, parce que, bah, c'est là, hein, c'est sur les extraits bancaires qu'on va voir si on a un prêt auto, prêt à la conso, il faut un document. Alors si c'est un Français, il faut le document, fichier Banque de France, savoir s'ils ont pas des incidents de paiement. Alors si c'est pour un résident portugais, on demande l'équivalent, heu, ici c'est le MAP des responsabilités. Mais pour chaque pays, chaque résident de n'importe quel pays, on va demander un document de la banque du pays en question pour voir s'ils ont pas des incidents de paiement. Donc oui, il faut les fiches de paye, les extraits bancaires, documents donc du fichier Banque de France. Après, il faut un justificatif de domicile. Les documents, ils sont tous, heu, à peu près pareils. Et puis après sur les taux d'endettement, on reste alors l'idéal c'est 35, ne pas dépasser 35. Après, il y a toujours du cas par cas où, ils peuvent financer un peu plus, 40, 45. Et voilà. C'est dans l'idéal, on essaie toujours de rester dans la tranche des 1/3. Et les taux d'intérêt, est-ce que c'est aussi similaire à ce que tu retrouves en France? C'est pour Je donner un pense peu une idée de grandeur? Ouais, je pense qu'on doit être, à peu près dans les mêmes taux. En fait, ce qui s'est passé aussi sur ces dernières années, donc là, je crois que ça a été vers le début de la guerre, en Ukraine, où il y a eu l'augmentation des taux. Il y a eu une explosion des taux d'intérêt il y a 2 ans à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au Portugal les emprunts étaient dans la grande majorité, 3/4 des emprunts, à taux variable. Le problème, c'est qu'ici, le taux variable, il n'est pas capé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'on était dans une période où les taux étaient extrêmement bas, 1 ou 1,5, j'ai même vu moins d'1. Ben, les taux, ils ont doublé. Les mensualités, pour certains, ont doublé aussi. Les personnes qui sont passées de 300, 400, 500 € par mois à payer 700 €, 1 000 € par mois. Et C'est ça énorme. a été un gros problème. Ouais, ça a été un gros problème. Donc il a fallu revoir un petit peu tout ça. Et donc on a le taux variable, le taux fixe, sauf qu'on n'a pas encore fait une transition, complète, on va dire, ou en tout cas, où c'est pas encore complètement mis dans la tête la question des taux fixes. Et donc le taux fixe, il reste encore assez élevé ici, 3,5, 4, 4,5. Et donc il y a ce qu'on appelle le taux mixte, donc qui est, le juste milieu. Et aujourd'hui, ça a complètement inversé la tendance parce que ben, maintenant, c'est les 3/4 des emprunts qui sont faits donc à taux mixte. Et le taux mixte, c'est quoi? C'est ben, pendant une période déterminée, en général, c'est 2, 3, 5 ans, on a un taux fixe. Et puis, donc, à la fin de cette période, des 5 ans, par exemple, on va basculer en taux variable avec le taux variable à appliquer à ce moment-là. Et puis après, bah, les gens vont, après, beh, réajuster leur taux, revoir leur emprunt à ce moment-là, si jamais le taux il est pas favorable. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un taux qui est plutôt intéressant. Aujourd'hui, on est à 2,5, de 7, de 75 à peu près sur la période du taux fixe. Et les personnes, ça leur permet de les sécuriser, on va dire, puisque pendant cette période, bah, ils savent combien ils vont payer. Et à la fin de cette période, des 5 ans par exemple, on verra la tendance donc de l'Euribor, donc parce que c'est sur ça qu'on se calque, pour après le taux variable. Et alors si ça a baissé, ça diminuera leurs prestations. Si jamais la tendance est plutôt, à l'augmentation ou à l'équivalent, après, bah, c'est toujours une question de renégocier son prêt, avec sa banque, avec une autre banque. Donc, c'est la tendance, ça s'est complètement inversé, par rapport au taux variable et aujourd'hui, c'est vraiment le taux mixte qu'on voit,
dans la grande majorité des cas, quoi. Donc c'est devenu un peu le bon compromis entre les 3. Est-ce que tu as vu des Français qui faisaient un prêt en France pour acheter un bien immobilier au Portugal? Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors moi, j'en ai jamais vu. Il me semble que c'est possible, mais c'est assez compliqué parce que, de ce que je sais, hein, après il y a sûrement des gens qui en savent plus que moi. Il me semble que pour être financé par une banque française, il faut déjà avoir un bien en France. Parce qu'en général, c'est ce bien-là qui va être la garantie de la banque. Donc il y a une hypothèque à prendre sur le bien en question qu'on a déjà. Et après, c'est par rapport à ce bien-là qu'on a, heu, ils vont faire un calcul de prêt. C'est à peu près tout ce que j'en sais sur les financements des banques françaises à l'étranger. J'ai pas eu en tout cas, écho que c'était, une solution miracle. OK. Bon, bah, du coup, on sait combien ça va nous coûter, plus ou moins, avec ton taux fixe les premières années, peut-être un taux variable après si tu as pu négocier, avec ta banque comme ça. Du coup, pour tes, clients qui achètent des maisons, des appartements en résidence secondaire et qui veulent le louer le reste de l'année, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, comment je mets mon bien sur Airbnb? Est-ce que c'est facile? Facile, non, pas forcément. Mais, alors il y a une chose qui est plutôt drôle, c'est que, il y a pas que les personnes qui achètent de la résidence secondaire finalement qui font de l'Airbnb. On se rend compte que même des gens qui achètent en résidence principale profitent, heu positivement, hein, de l'Airbnb parce que, bah, j'ai déjà eu le cas de personnes, qui ont acheté leur résidence principale, mais qui pendant 2 mois en juillet-août, ils partent, en vacances, grâce à ce que leur Airbnb, leur rapporte. Donc, d'autres personnes aussi qui avaient acheté des Canadiens, heu, avec 3 enfants et qui ont acheté dans une zone, dans une copropriété, touristique et donc qui avaient déjà une licence touristique et qui, bah, voilà, quand ils partent, en France, pendant les grandes vacances ou quand ils partent, en vacances ailleurs, bah, leurs vacances sont financées grâce à ça. C'est quoi cette, copropriété touristique? Tu peux nous expliquer un peu? C'est pas commun, hein. Enfin, c'est pas ce qui est le plus développé, mais il y a certaines résidences où il y a un mélange, alors qui ont une licence touristique vraiment propre, à la résidence et où donc, à l'intérieur, il y a un mélange, on va dire, de biens locatifs, heu, vraiment pour de la résidence touristique. Je vais pas dire comme un camping, mais, faire un comparable un peu dans ce genre-là et en même temps, il y a des résidences à l'année ou en achat secondaire, sauf que eux ils bénéficient tous de cette licence et ça leur permet du coup de ne pas avoir à faire toutes les démarches pour avoir une licence. Parce que ici, on ne peut pas avoir un bien et faire 3 photos et le mettre sur Airbnb, et c'est super. Ici, on doit avoir une licence qu'on appelle AL, Alojamento Local et donc on est obligé de faire une inscription, pour avoir ce fameux numéro et pour avoir ce fameux numéro, il faut que notre maison, notre bien, il ait des règles, qu'il respecte des règles de sécurité, un extincteur, une caisse de premier secours, il y a une couverture anti-feu, il faut des pancartes donc d'avertisseurs de tout ce genre de choses. Donc la maison, il faut qu'elle ait, différentes, caractéristiques. Il y a des inscriptions à faire après, à la mairie et tout ça et la mairie vient inspecter le bien pour voir si effectivement le bien est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Je peux pas avoir une maison avec 3 chambres et dire que c'est une maison pour 10 personnes. Il faut que j'ai du couchage adéquat, et donc ils viennent, la mairie donc inspecter les lieux, voir si effectivement, ben, on respecte toutes les règles pour avoir après cette fameuse licence et avec cette fameuse licence, on va pouvoir s'inscrire sur la plateforme d'Airbnb parce que Airbnb va nous demander un justificatif de cette licence. Si on passe pas ces étapes, on peut pas se mettre sur Booking ou Airbnb ou les plateformes, ou les Et est-ce que c'est dur d'avoir, ces licences? Est-ce qu'il y a des quotas comme dans, d'autres pays, d'autres villes où en fait ils essaient de limiter le nombre de Airbnb? bah, suivant les zones, oui, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Il y a des zones, à Lisbonne, au centre de Lisbonne, où, tous les 10 mètres, c'est devenu un Airbnb. Donc, ça a chassé, ça a chassé la population et ça et du coup, maintenant, on voit que des résidents touristiques. Donc ils ont fini par limiter, arrêter. Donc il y a certaines zones de Lisbonne où ils délivrent plus de licence, à elles. Ici à Ericeira, par exemple, le centre d'Ericeira, donc on va dire la vieille ville, ils en délivrent plus, ou en tout cas, ils en délivrent un peu au compte-gouttes. Ils disent: «Ben voilà, cette année, on va délivrer, I X numéro d'alojamento local pour cette zone». Donc c'est plutôt les zones périphériques qui ont droit à ça, mais les pleins centres, là où, bah, c'est devenu une pression, locative forte, ils ont commencé à limiter. Si j'achète un bien qui était déjà en Airbnb avant, est-ce que je récupère ce fameux AL? Non, il est pas transmissible. Je crois que bon, il y a toujours une tendance, à changer cette vague ou pas, donc que ce soit transmissible. C'est pas impossible que dans le futur, ça se fasse, mais normalement, c'est pas transmissible. Si j'achète dans une zone qui est OK, combien de temps ça prend pour avoir ce fameux AL? Pour avoir en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'inscription à la plateforme et donc quand on fait une inscription, heu, ça va nous délivrer un numéro de process et puis nous après en parallèle, on peut donc commencer à acheter tout ce qu'il faut. Et ça va assez vite et avec ce numéro de process, il y en a qui les mettent déjà sur les plateformes d'Airbnb, même si dans la réalité, on doit attendre l'arrivée de la mairie et qu'il y ait la confirmation de la mairie. Le problème, c'est que les mairies, bah, c'est super aléatoire. J'ai été agréablement surpris. La semaine dernière, j'étais justement avec un client où il y avait la visite de la mairie et on l'a eu, au bout de 1 mois, je crois, quelque chose comme ça, mais j'ai trouvé ça super rapide et parce que des fois, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc malheureusement, les mairies, ils ont pas forcément le personnel qui suit pour faire toutes ces visites. Donc mais en même temps, c'est là où il y a on est dans l'entre-deux, quoi. C'est-à-dire qu'officiellement, tant que la mairie m'a pas donné le feu vert, ben, je ne peux pas publier, je ne peux pas louer. Mais en même temps, avec mon numéro de procédure, je peux déjà publier sur les plateformes. Donc en fait, il y a les règles et la réalité, quoi. Et puis on sait que si on attend que la mairie, vienne et si elle arrive que dans 6 mois, moi pendant ce temps, c'est pas possible, quoi. Est-ce que tu as des conciergeries, pour, s'occuper de ton bien? Ouais, ça existe. Donc ils prennent aussi, 20? C'est ça, à peu près. C'est entre 20 et 30 voilà, suivant les conciergeries, suivant les prestations, sur la période d'été, quoi. Donc c'était des retraités. Donc on prend note, il y a des investissements, intéressants en fonction, bah, des zones et ce que tu veux faire, comme on disait au début de l'épisode. Hem et donc du coup, à voir avec toi si jamais on cherche quelque chose pour, pouvoir, bien cadrer, tous ces paramètres et savoir où on va. Si, une fois que j'ai trouvé mon logement, mon financement, je sais un peu si je peux faire du Airbnb avec et si les loyers que je pourrais en tirer. Comment ça se passe au niveau de la fiscalité, si je suis, non résident sur les loyers que je reçois au Portugal? Ça, il faudra de toute façon déclarer au Portugal. Alors il y aura pas une double imposition, hein, parce qu'il y a toujours des accords après entre les pays. Il y aura toujours un impôt à payer, enfin le revenu généré l'impôt sera payé dans le pays en question. Si je dis pas de bêtises, pour du Airbnb, on n'est pas fiscalisé sur 100 des revenus, mais sur 35, donc du revenu généré et on paye, si je dis pas d'erreur, à peu près 28. Est-ce qu'il y a un cap à ça, un revenu maximum de, je sais pas, 20 000 €? Non. Donc après en général, souvent les gens, ils font une ouverture d'activité, on va dire comme un travailleur, indépendant et puis voilà, après ils font leur déclaration fiscale, classique. Par contre, je crois il me semble qu'il faut faire la déclaration après en France, c'est quand même, on n'est pas imposé 2 fois. Sur la location longue durée, c'est un peu différent. C'est un peu différent, comment ça? Non, sur la location longue durée, en fait, ce qui s'est passé, ils ont, élargi, on va dire, les règles d'imposition.
suivant alors ça, c'est une des mesures qu'ils ont pris, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant, mais des mesures qu'ils ont pris justement pour faciliter la location longue durée, essayer de combattre un peu la crise du logement et en fait, plus on fait un contrat long et plus on est exonéré, d'impôts. Donc, parce qu'ici, en fait, la tendance, c'est de faire des contrats d'un an et puis après arrivé l'été, je fais Airbnb et puis je reprends quelqu'un en septembre, en longue durée jusqu'à avril-mai de l'année prochaine. Voilà, c'est ici la grande gymnastique qui se passe. Donc, si les gens, ils font des contrats longue durée de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, ben, ils ont des exonérations, après d'impôts, suivant la durée de la location. Et du coup, tu en fonction de ta stratégie et de tes revenus, si tu es, un Français qui habite au Portugal et qui a décidé de te diversifier, au Portugal, c'est peut-être une option qui est intéressante à considérer. Ça peut être une option intéressante. Après, c'est vrai que faire un contrat locatif de 10 ans. Non, mais 2 ans ou 3 ans, ça peut marcher si tu es un étudiant, par exemple, Oui, oui, non, mais c'est dans ton clair, mais c'est vrai studio que tu as qu'on acheté. on commence à avoir des bonnes exonérations quand on a des contrats au-delà de 5 ans. Donc, c'est vrai que, et on a justement 5 ans, 10 ans. J'ai plus les taux en tête, hein, maintenant d'imposition, mais, faire un contrat de 10 ans, ça reste délicat quand même, quoi, parce que, bah, malheureusement, la location, elle amène, parfois des problèmes, dans la vie, ça après malheureusement, l'investissement dans la location, que ce soit pour du court ou du longue durée, hein, ça amène, ça amène toujours, son lot de problèmes, hein. Enfin, je te remercie de toutes les informations que tu nous as partagées sur l'immobilier au Portugal, hein, que ce soit, sur, le type, d'investisseur que tu peux avoir, les financements, et les conditions pour faire du Airbnb ou la fiscalité. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une tendance, qui se dessinait, ces dernières années sur lesquelles il faudrait vraiment prêter attention avant d'acheter? Il y a une chose qui a eu en fait, c'est toujours des mesures qu'il y a eu de l'État, on va dire, pour combattre la crise du logement. Alors après, de quelle manière elle va être, combattue, ça après, je je sais pas. Mais en tout cas, ils ont donné des facilités, pour la transformation de l'affectation du bien. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup des bureaux, ou des commerces, abandonnés, ou pas, où ils ont facilité justement le passage de commerce à habitation. Donc, et c'est des mesures qu'ils ont trouvées, juste titre ou pas, je sais pas, on verra ça dans le futur. Mais en tout cas, pour combattre la crise du logement et justement cette facilité-là, beh, ça a amené une tendance où justement, bah, des gens, là, j'ai eu des clients aussi qui ont acheté un bien qui était des bureaux et donc là, ils vont le rénover complètement, heu, faire une demande après en mairie pour changer son affectation et après bon là, c'est pas pour de la location, ça sera pour de la revente, mais forcément, une fois qu'il sera rénové, que ce sera devenu une habitation, c'est un bien qui vaudra beaucoup plus que ce qu'ils ont acheté en état de bureau. Donc ça peut être des bons investissements à faire, que ce soit après pour de la revente ou pour de la location longue durée ou pour de la location de courte durée. Ça dépend de la stratégie de la personne qui achète, mais en tout cas, ça peut être pas mal comme tendance parce qu'on arrive à acquérir des biens qui sont encore à des prix, heu, en dessous du prix d'une habitation, faire une rénovation et après, bah, faire un bon coup. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à une personne qui cherche à acheter de l'immobilier au Portugal? Mon conseil, ce serait d'être accompagné par quelqu'un sur place. Parce qu'il faut toujours, il faut quelqu'un qui connaisse le marché, qui sache voir les subtilités, parce qu'il y a quand même eu, pendant, des années et des années, un développement du pays, on va dire où tout le monde a fait un peu à sa sauce. Donc, il y a des biens qui sont pas forcément enregistrés, aux finances de la manière qui devraient être, enregistrés. L'oncle, le père, la grand-mère, qui a, fait une extension par là, une autre extension par là et une autre extension par là. Sauf que ça a jamais été déclaré et les gens vont venir visiter 200 carrés quand, dans les papiers, il y a 50 carrés.
Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire, très attention. On voit beaucoup dans les appartements à Lisbonne, dans les derniers étages, des gens qui se sont accaparés, on va dire, les combles ou, les terrasses. Ils ont fermé les terrasses et tout ça. Donc, oui, c'est très beau sur quand on le voit. Une chose, c'est ce qu'on est en train de voir, ou autre chose, c'est ce qui est légal et ce qui est déclaré. Et donc ça, il faut faire très attention avec ça. Et c'est pour ça que, je conseille toujours d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le secteur et qui sait aussi décortiquer, que ce soit par un agent immobilier, que ce soit par un avocat, enfin bref, en tout cas quelqu'un qui sera à même de voir un peu les failles qu'il peut y avoir sur des biens, quoi. Donc, le conseil, c'est ça, quoi, c'est d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance et pas acheter n'importe quoi, hein, parce que des fois, le côté émotionnel fait qu'on aurait tendance à sauter, dans le vide un peu trop précipitamment. Mais bon, si c'est pour avoir des mauvaises surprises derrière, c'est bon pour personne. Et si, la personne par qui on veut être accompagné, c'est toi, comment elle te contacte? On a beaucoup de personnes qui nous contactent à travers les réseaux sociaux, donc je sais pas si je peux, Sur Instagram? Moi si, si, sur vas-y, Insta tu peux. bah, sur Instagram, c'est Laure Philippe, Safety Immo, je crois, ou Laure Philippe Immo, je sais même plus. On mettra Et le lien dans la description. sur Facebook aussi, donc c'est Philippe Figueras Safety. Donc voilà, et puis après, bah, par téléphone, sur WhatsApp, ça, il y aura toutes les coordonnées de toute façon sur les réseaux sociaux. On mettra, les liens dans la description si jamais vous voulez, contacter, Philippe, pour avoir plus d'informations, si c'est un de vos projets d'acheter de l'immobilier au Portugal. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et un petit commentaire, ça nous aide à remonter dans les recherches. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine.